Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Chroniques historiques. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu compliqué, pas nécessairement drôle mais nécessaire à la compréhension de l'histoire de France. Est-ce que vous l'avez ? On va bel et bien parler de la Révolution française et plus précisément des massacres orchestrés en septembre 1792. Allez, venez avec moi, on va s'immerger dans cette période afin de comprendre comment ces massacres ont pu avoir lieu. Ah, et petit aparté, cette vidéo s'inscrit dans le cadre de mon mémoire, alors je compte sur vous pour me donner de la force en dégommant la barre de pouce bleu et en spammant l'onglet de commentaires de la vidéo. Allez, c'est parti! La Révolution est une période compliquée comprenant bien des événements. Allant de la proclamation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 jusqu'au coup d'État de Napoléon Bonaparte en 1789 en passant par la Terreur, elle est marquée par un climat anxiogène de par son renouveau politique, religieux, économique et social. Cependant, s'il y a bien un événement qui marque ce pays en quête de modernité et de droit, c'est bien celui de la Terreur, qui vient lutter contre les mouvements contre-révolutionnaires. Ce mouvement, marqué par un fort esprit anti-ecclésiastique, fera de nombreuses victimes aussi bien civiles que religieuses. C'est durant le printemps 1791 que les persécutions religieuses débutent. En la date du 29 novembre 1791, un décret arrête que tous les ecclésiastiques doivent prêter le serment sous peine de perdre leur pension. Le prêtre qui refuse de prêter ce serment sera alors suspecté de révolte contre la loi et de complot contre la patrie. Il sera alors surveillé par les autorités. Le 27 mai 1792, c'est la législative qui vote la déportation de tout prêtre insermenté si ceux-là sont dénoncés par 20 citoyens actifs du même canton. Alors, petite précision, les prêtres insermentés sont les prêtres refusant de prêter serment à la constitution civile du clergé proclamée en 1790. Les assermentés, à l'inverse, sont ceux qui ont prêté serment. Bon, on est donc clairement dans un climat de dénonciation, ce qui, je pense, ne doit pas être favorable pour se faire de nouveaux amis. À partir du 11 août, des suspects commencent par faire arrêter à leur domicile les ecclésiastiques et les nobles. On arrête 62 prêtres dans le quartier Saint-Sulpice et on les enferme le soir même dans l'église des Carmes, rue de Vaugirard. Dans la même journée, on vient conduire à la prison de l'abbaye les défenseurs du roi qui ont survécu. Dans le quartier Saint-Victor, on emmène les ecclésiastiques au séminaire Saint-Firmin, devenu prison tout exprès pour eux, on en compte 52 dès le 13 et s'ajoutera à ça 20 personnes dans les jours suivants. C'est le 19 août qu'une grande armée, aux ordres du duc de Brunswick, commence l'invasion de la France. Elle comprend 3 corps. Les Prussiens qui obéissent au roi Frédéric Guillaume en personne, les Autrichiens commandés par Clairfayt et les émigrés avec à leur tête le prince de Condé assisté des maréchaux de Broglie et de Castries. Malgré la lenteur et le peu d'ardeur des troupes allemandes, les soldats de Lafayette et de Luckner ne parviennent pas à les contenir. Les hommes des clubs et de la commune s'empressent de proclamer que pour mieux lutter contre les Prussiens, il faut éliminer leurs partisans, autrement dit les suspects de la contre-révolution. Les rafles locales vont donc s'intensifier. L'Assemblée législative, sur son déclin, accepte de voter le 29 août un décret dicté par la Commune de Paris, celui des visites domiciliaires. Ainsi, les gens recrutés par des autorités illégalement constituées reçoivent des mandats de perquisition chez tout citoyen considéré comme suspect. Nul doute que c'est une nuit d'angoisse et de terreur pour la moitié de la population de Paris. Les fédérés, avec à leur tête les Marseillais, ont été rassemblés en des lieux déterminés à l'avance. Première mission, saisir tout ce qui reste d'armes dans la capitale, y compris les fusils de chasse et les épées des nobles. Tout un matériel est préparé pour enfoncer les portes, tout est fouillé. Les personnes sont emprisonnées, les objets précieux volés, les habitants suspectés d'abriter les suspects sont torturés. L'arrêté de la commune précisait que les visites devait cesser le 30 août à 6h du matin. Mais c'était sans compter sur le zèle et la fureur des tortionnaires, puisqu'elle se prolonge jusqu'au 31 au soir. Plusieurs milliers de prêtres et de laïcs, d'hommes et de femmes, de vieillards et de jeunes, sont ainsi jetés les uns contre les autres dans toutes les prisons de la ville. Les captifs étaient nourris de pain et d'eau et ne pouvaient dormir. Dans certains endroits, comme au Carme, il leur est interdit de parler et on avait placé un garde auprès de chacun d'eux. Le matin du 30 août sonne un nouveau jour. En effet, des courriers provenant de Lorraine annoncent que les Prussiens assiègent Verdun et que les Autrichiens ont franchi la Meuse.
Vergniaud et Henri Larivière, ce dernier député du Calvados, montent sur la tribune pour dénoncer les empiètements de la commune dont l'Assemblée décréta la dissolution. Seulement il est un peu tard, plus aucune force armée ou populaire ne peut faire écho. Tallien adresse aux députés un discours provoquant. Nous avons chassé les moines et les religieuses pour mettre en vente les maisons qu'ils occupaient. Nous avons proscrit les journaux incendiaires, ils corrompaient l'opinion publique. Nous avons fait des visites domiciliaires, qui les avait ordonnées? Vous, nous avons fait arrêter les prêtres perturbateurs, ils sont enfermés dans une maison particulière, et sous peu de jours, le sol de la liberté sera purgé de leur présence. Ainsi, les prêtres dépouillés, proscrits, humiliés, emprisonnés et blessés dans leurs convictions les plus nobles ne sont pas les victimes, mais bien les coupables. Le 1er septembre, tout est prêt pour cet ample crime. Les gens de la commune et des clubs ont effectué un intense travail psychologique. Les rumeurs les plus stupides courent dans Paris, aussitôt accréditées par la foule. Toutes mettent en cause le clergé. Il fallait en finir avec lui selon le projet initial de la Révolution. Apparemment, des prêtres ont été vus le 10 août avec les Suisses, tirant sur le peuple. Bien évidemment, tout ceci est une mascarade. Le texte de la section du faubourg Poissonnière, entre toutes renommées pour son dévouement implacable à la Révolution, est plus cynique encore. Considérant les dangers imminents de la patrie et les manœuvres infernales des prêtres, arrête que tous les prêtres et les personnes suspectes enfermés dans les prisons de Paris, Orléans et autres seront mis à mort. Que les femmes, enfants des émigrés et personnes qui n'ont pas paru, qui ne se sont montrés citoyens, seront mis sur une ligne en avant des volontaires qui partent pour les frontières afin de garantir les braves sans-culottes des coups que pourraient porter les ennemis. Les députés, quant à eux, votent le décret proposé par Lacroix, le plus intime complice de Danton. Ils votent la peine de mort contre tous ceux qui, directement ou indirectement, refuseront d'exécuter ou entraveront les ordres pris par le pouvoir exécutif provisoire. C'est incroyable, cette information est si vague qu'elle peut concerner à peu près tout le monde. Ainsi, tous les citoyens français, toutes les femmes, tous les enfants, mais surtout tous les êtres les plus dévoués à la cause de Dieu et de l'Église, peuvent être mis à mort librement et légalement. Pour citer Ivan Gobry, il est 14 heures. Danton vient à peine de quitter l'Assemblée, le canon tonne, le tocsin tombe de tous les clochers, les tambours et les clairons sonnent la générale, le drapeau noir flotte sur les édifices publics. Toutes les barrières de Paris sont fermées et gardées par des détachements en armes. Toutes les voitures sont arrêtées, les chevaux confisqués. Le peuple se terre au fond des maisons, les armes arrivent à flot dans les sections, on y conduit tous les hommes et les jeunes gens, ce sera la complicité forcée. On se fera égorgeur pour ne pas être égorgé. Sous la conduite de quelques centaines de meneurs, pour un grand nombre venus de l'extérieur, le peuple de Paris va se transformer pour plusieurs jours en un peuple d'assassins. Le premier acte de la tragédie va se dérouler sur la prise de l'abbaye. L'abbé Sicard, qui a échappé au massacre, témoigne de ces horreurs. Le 1er septembre, à 23 h, tous ces patients sont embarqués pour une destination inconnue. L'abbé Sicard se précipite pour obtenir le même traitement, mais quand il décline son identité, on refuse de lui offrir le même sort. Car l'abbé Sicard n'est pas n'importe qui, c'est un homme qui a dévoué sa vie à l'éducation des malentendants et qui depuis 1790 est le directeur de l'école des sourds et muets de Paris. Il reste donc seul sur place avec un laïc, Labrouche, surveillant dans son institution, et un avocat au Parlement de Paris, Martin de Marvaux. Il ne comprend pas qu'à ce moment, il vient d'éviter la mort. Nous savons par un autre ecclésiastique sauvé de la tuerie, l'abbé de Salamon, ancien conseiller au Parlement de Paris, ce qui est devenu ce groupe. On le fait d'abord stationner dans la cour, puis on fait avancer une série de voitures dans laquelle on les case. Il pense d'abord qu'on les conduit au Carme, mais le cortège prend une toute autre direction. Il s'arrête rue de Sainte-Marguerite, devant la seconde prison. Il n'y a ni banc, ni chaise, cette perspective de passer la nuit par terre dans un coin abat le courage de l'abbé de Salamon, qui ignore encore que ses compagnons et lui sont amenés là pour être massacrés. Le temps passe et il est maintenant 1 h du matin. Salamon, qui réclame un lieu de détention moins dur, est conduit dans le grand réfectoire des moines qui sert de prison politique. Là, côte à côte, étendus sur des matelas, 83 militaires, incarcérés au lendemain du 10 août, attendent qu'on statue sur leur sort. À 2 h du matin, les prisonniers entendent tirer le canon d'alarme. C'est le signal. Les fédérés de Marseille et d'Avignon entrent en masse et appréhendent brutalement tous les hommes présents, et les rassemblent à leur tour dans la cour. On fait venir 6 voitures, on les y pousse, direction l'abbaye. De chaque côté du convoi, la populace hurle et brandit des armes hétéroclites. L'ordre est donné de laisser les portières ouvertes pour que les fédérés puissent à tout moment embrocher les occupants du bout de leur pique ou les frapper avec le plat de leur sabre. L'abbé Sicard raconte « La cour était pleine d'une foule immense. On entoure nos voitures, un de nos camarades croit pouvoir s'échapper, il ouvre la portière et s'élance au milieu de la foule. Il est aussitôt égorgé. Un second fait le même essai, il fend la presse et allait se sauver, mais les égorgeurs tombent sur cette nouvelle victime et le sang coule encore. Un troisième n'est pas épargné, la voiture avance vers la salle du comité. Un quatrième veut également sortir, il reçoit un coup de sabre qui ne l'empêche pas de se retirer et de chercher asile dans le comité.
Pendant ce temps-là, l'Assemblée générale de la section du Luxembourg venait de se tenir à Saint-Sulpice sous la présidence de Joachim Serra, qui avait déclaré « Tous ceux qui sont détenus au Carme sont coupables, il est temps que le peuple en fasse justice ». La bande, composée en majorité de Marseillais qui n'attendent que cette permission officielle, se précipite au couvent. Les prisonniers s'éparpillent, les uns dans le jardin, d'autres dans l'église, ils enfoncent la porte du jardin et se mettent à la recherche de leurs victimes. La première qui se présente à eux est le père Séverin Guiraud, tertiaire régulier de Saint-François d'Assise, et il ne cherche pas à les fuir. Bien au contraire, insensible aux hurlements, il était assis sous un arbre, près du bassin, et savourait la récitation de son bréviaire. Le plus zélé des justiciers est alors tout de suite près de lui, il lui fend la tête d'un coup de sabre, tandis que le suivant lui transperce la poitrine de sa pique. L'abbé Salin, un gascon, s'avance pour raisonner les meurtriers, mais une balle le tue net. Un autre groupe est arrivé dans l'allée qui mène à l'oratoire. Il cherche Monseigneur Dulot. Il lui sabre le front, Monseigneur reste immobile sans une plainte, un deuxième coup lui ouvre le crâne, un troisième fait voler sa main droite, un quatrième l'abat définitivement. Il est achevé d'un coup de pique dans la poitrine. Pendant ce temps, dans le jardin, on tire sur tout ce qui avait un aspect ecclésiastique. François-Joseph de la Rochefoucauld prend une balle qui lui casse la cuisse. Son frère, Pierre-Louis, fait face à une véritable meute qui se jette sur lui, le lacère de tous les côtés. Un marchand de vin de la rue de la Seine lui coupe même le nez et les oreilles. Des monceaux de cadavres s'empilent, l'escalier est couvert de sang qui coule encore jusqu'au sol. Les septembriseurs, comme on les surnomme, sont fatigués de leur dur travail, mais il y a encore les prisons de Saint-Firmin, de la Conciergerie et encore d'autres. 92 prêtres sont captifs au séminaire de Saint-Firmin. L'exécution des carmes étant terminée, celle de l'abbaye en bonne voie, il fallait, en ce matin du 3 septembre, progresser dans l'élimination des ennemis du peuple. Une troupe de sicaires est désignée pour cette opération, mais elle se résout à se rendre auparavant à la tour de Saint-Bernard. Cette grosse tour carrée, édifiée près du pont de la Tournelle, avait fait partie de l'enceinte de Philippe Auguste. Elle recevait maintenant les prisonniers de droit commun. Ce matin-là, elle en refermait 75 qui attendaient leur départ pour les galères. La plupart n'étaient que des délinquants condamnés à 2 ou 3 ans de peine. À la Conciergerie, située dans l'enceinte du palais de justice et au Châtelet, sur l'autre rive de la Seine, les massacres commencent tard dans la soirée du 2 septembre et se prolongent toute la soirée du lendemain. Dans la première prison se trouvent deux sortes de détenus. D'une part, des prévenus de droit commun, et d'autre part, un groupe d'hommes transférés de l'abbaye en attendant de comparaître devant le tribunal du 17 août. Le 3 septembre, à 10 h du matin, la princesse de Lamballe est traînée devant le tribunal. Elle était née princesse de Marie-Louise de Savoie-Carignan et avait épousé à 16 ans Louis de Bourbon-Penthièvre, prince de Lamballe, ou Lamballe, je sais pas comment on dit. Amie intime de Marie-Antoinette, elle avait été nommée surintendante de sa maison et l'avait suivie partout jusqu'à être arrêtée le 10 août à son côté. Hébert préside le tribunal et lui dit que le seul moyen d'être sauvé, c'est de jurer le dévouement à la liberté et à l'égalité, haine au roi, à la reine et à la royauté. Ce qu'évidemment elle refuse par loyauté envers la reine. Selon le dictionnaire historique des rues de Paris de Jacques Hillaré, un perruquier du nom de Charlat, tambour des volontaires, lui ôta son bonnet du bout de sa pique et la blessa légèrement, tandis qu'un autre égorgeur lui jetait une bûche dans les reins. La princesse tomba et fut criblée de coups, on lui ôta les vêtements, elle resta ainsi près de 2 heures exposée nue à la risée lubrique de la foule. On la traîna ensuite jusqu'à la borne située à l'angle de la rue du Roi de Sicile et des Balais, sur laquelle on appuya sa tête qu'un nommé Grison scia avec son couteau et mit au bout de sa pique. Le perruquier Charlat lui ouvrit la poitrine, lui arracha le cœur qu'il plaça au bout de son sabre, tandis que suivirent d'autres mutilations obscènes et sanguinaires. La tête de la défunte est transportée jusqu'aux fenêtres du temple afin de brandir ce trophée sous les yeux de la famille royale, ce qui ne manquera pas de choquer la reine. Les fédérés avaient tant de bras et d'imagination que le soir du 2 septembre, ils s'attaquaient à la plus vaste et la plus imposante prison du droit commun, Bicêtre, au sud de Paris. C'était en fait un établissement double, asile de vieillards qu'on appelait les bons pauvres. Pénitencier sans grande rigueur dévolu aux malfaiteurs, aux mendiants et aux vagabonds. Ce n'étaient pas, pour la plupart, de vrais bandits. À cette date, le pénitencier comptait environ 411 pensionnaires. Je pense que le plus dramatique dans cette histoire, c'est d'apprendre qu'une partie de cette population était composée d'adolescents, condamnés à des peines légères pour quelques actes de délinquance ou simplement placés par leurs parents ou leurs patrons pour leur indocilité. Ces monstres n'ont même pas reculé devant cet acte. Donner la mort gratuitement dans les plus atroces conditions, de sang-froid et même avec joie, à plusieurs dizaines de garçons sans défense. 43 avaient moins de 18 ans. Huas et Leblond avaient 14 ans. Ouvrard et Plantier avaient 13 ans. L'ivresse du sang avait fait franchir aux assassins en septembre un degré dans l'ignominie. Les hommes de Bicêtre, leur terrible hécatombe accomplie, rêvaient déjà d'une autre, aussi nouvelle, aussi exceptionnelle tuerie, et ils la trouvèrent très vite dans la Salpêtrière. Cet établissement, en effet mi-hôpital, mi-prison, était un Bicêtre au féminin. Malades, femmes âgées, détenues de droit commun et parmi ces dernières une importante proportion de jeunes filles en correction,
il est fait mention de viols sur des filles de 12 ans avant de les égorger et de les jeter par la fenêtre. Louis-Sébastien Mercier, dans Paris pendant la Révolution ou le Nouveau Paris, décrit ce supplice. À l'hôpital général de la Salpêtrière, ces monstres ont égorgé 13 femmes après en avoir violé plusieurs. Si nous suivons les calculs de Mortimer Ternaux, en ces quelques journées, près de 1368 personnes ont été massacrées à Paris, dont près de 250 prêtres. Danton, ministre de la Justice, dira pour toute oraison funèbre, cette exécution était nécessaire pour apaiser le peuple de Paris. C'est un sacrifice indispensable. D'ailleurs, le peuple ne se trompe pas. Vox populi, vox dei, c'est l'adage le plus vrai, le plus républicain que je connaisse. Robespierre, qui lui restera plus sobre, dira « Heureusement, il n'a pas péri un seul innocent ». Et voilà les petits loups, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est un sujet un peu complexe à maîtriser et je n'ai fait que raconter l'histoire de façon plus ou moins chronologique, mais si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite à consulter les sources en description. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on n'hésite pas à bombarder la barre de pouces bleus et à écrire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et j'adore les lire. Quant à nous, on se retrouve très vite, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour toujours plus de contenu, ou pas d'ailleurs. Allez, ciao les petits loups!